Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une affaire criminelle française. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, vous avez été beaucoup d'ailleurs à m'en demander dans les commentaires sur les précédentes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à faire de même sur celle-ci s'il y a des sujets qui vous intéressent. Et vous allez être servi puisque l'affaire d'aujourd'hui est vraiment méconnue. Elle est quasiment invisible du YouTube français. J'ai eu beaucoup de mal à faire mes recherches. Très concrètement, il n'y a que 2 photos sur cette affaire, voilà. Mais je pense que notre imagination pourra faire suffisamment le taf pour se représenter un petit peu toutes les horreurs du tueur à la baignoire. Puisque en effet, Charles Clément, c'est un petit papy tranquille du 105 avenue de la République. Ses voisins l'aiment bien, il est poli, toujours tiré à 4 épingles, voilà. Il fait pas trop de remous, on va dire, il sort pas le jour, mais le soir, il va aller prendre son petit apéro dans le café du coin, vraiment réglé comme une horloge, comme un papier à musique. Il va faire cette petite promenade au cimetière du Père-Lachaise et derrière son apparence un petit peu tranquille, voilà, posée, se cache en réalité un véritable tueur en série, de surcroît nécrophile. On est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what you call fantasy. The missing since this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors Charles Clément, c'est un tueur en série français dans les années 50 qui a fait au moins 2 victimes, ça c'est sûr, mais on en compte peut-être une vingtaine, qui est également surnommé le tueur à la baignoire et qui a une fascination pour les morts, une fascination qui devient tellement morbide que ça va vraiment l'obséder. Alors sur son enfance et son adolescence, on n'a vraiment quasiment pas d'infos. Il fait un petit peu des petits jobs, voilà, il devient un peu comptable, mais bon, c'est pas un très bon businessman. Il fait un peu de yoga, il sort un peu se promener, voilà, globalement un peu comme le français, on va dire, lambda de l'après-guerre des années 50. Mais à 30 ans, il décide de changer de vie un petit peu, il décide qu'il veut vraiment faire le tour du monde, s'installer, devenir riche. Du coup, il plie ses bagages et il va en Inde et en Indochine pour faire fortune et pour voir un petit peu du monde. Ce qu'il va voir là-bas, en revanche, va l'inspirer de la pire des façons, puisqu'il va vraiment être hypnotisé par toutes les horreurs de la guerre qu'il va y voir, et ça va clairement être l'élément déclencheur de sa carrière de criminel, de sa triste carrière de criminel. Je suis clairement pas une experte de la guerre d'Indochine, mais comme petit élément de contexte, on est vraiment dans une période de décolonisation, donc ça va opposer la France au Viet Minh, qui est une organisation paramilitaire du Vietnam, pour la reconquête des territoires qui ont été pris par les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être une guerre qui va vraiment se caractériser par ces horreurs, des horreurs qui vont vraiment fasciner, obséder Charles Clément, mais de la pire des façons. Forcément, le bilan de mort est déjà très lourd, mais en plus de ça, Charles va vraiment se rapprocher de tribus et va assister à des sacrifices humains des peuples des montagnes, notamment les Moi, qui est une tribu qui veut dire sauvage en vietnamien. Il va veiller avec eux sur les morts, il va observer avec eux toutes les différentes phases de décomposition des cadavres. Donc très clairement, quand il va rentrer en France, son cerveau il va vraiment être plein de ces images-là. C'est des images qui vont encore une fois vraiment le pousser à faire tout ce qu'il va faire après. Donc il rentre complètement hypnotisé et il rentre également avec 2 doigts en moins puisque une grenade les a explosés tout simplement. Quand il va rentrer en France, Charles va s'installer à Paris avec une expat qu'il a rencontrée là-bas, Suzanne Yvain, et va s'installer dans rue Vercingétorix dans le 14e. Et en fait, leur couple, très clairement, il est vachement bancal. C'est-à-dire que lui, il est ultra jaloux, ultra possessif, il l'empêche de sortir le jour, c'est vraiment tu es qu'à moi toute seule, voilà, il faut pas que d'autres te voient. Et elle, bon bah forcément, elle est un peu triste, elle joue du piano pour se consoler, ce qui d'ailleurs ravit les voisins, et se dit quand même que Charles l'aime, même s'il a une façon ultra bizarre de lui montrer.
puisqu'en effet, il accepte d'avoir des relations sexuelles avec elle uniquement si Suzanne est allongée sur le dos, les bras croisés sur la poitrine, immobile, les paupières closes et vraiment ne faire aucun mouvement. Une fois, elle en avait un petit peu marre quand même de jouer le cadavre comme ça, donc elle a essayé de l'enlacer, de l'embrasser, mais Charles est parti dans une fureur noire, il l'a repoussé, il l'a frappé violemment et il est parti. Donc à partir de ce moment-là, Suzanne, elle s'est très clairement dit, bon bah je vais continuer à jouer le mannequin, la momie presque. Et ça va être un peu la triple peine pour Suzanne, puisque bon, déjà son mari l'aime, mais d'une façon un petit peu bizarre. Elle apprend qu'elle a un cancer. Génial. Elle apprend que son mari a une maîtresse, Felici Crippa. Génial. Et en fait, Charles les aime toutes les deux. Donc en fait, il va essayer de les entretenir toutes les deux. Il va vendre un peu tout ce qu'il possède, tous les bibelots qu'il a ramenés d'Inde et d'Indochine, mais pour payer du coup et le cancer de Suzanne et pour continuer d'entretenir les deux femmes. Mais très clairement, c'est pas assez. Les finances vont être au plus bas. Et comme je disais, il n'est pas très bon businessman. Du coup, il vend vraiment à perte. C'est pas top le niveau de son compte en banque. Au bout d'un moment, les voisins de rue Vercingétorix n'entendent plus du tout de piano. Vraiment, Suzanne, son rituel, c'était d'en faire vraiment tous les jours, un peu comme un exutoire, on va dire. Et donc, ils entendent plus de piano, donc ils sont un petit peu inquiets. Qu'est-ce qui se passe pour Suzanne? Et ils réussissent à alpaguer Charles alors qu'il se rend chez sa mère tous les dimanches pour déjeuner avec elle. Et il les rassure en disant, ne vous inquiétez pas, Suzanne avec son concert, elle est partie se reposer un petit peu à la campagne, etc. Elle reviendra dans quelques temps. Bon, pourquoi pas. Ce que ses voisins ignorent, c'est qu'en réalité, Charles, quand il se rend chez sa mère, au milieu, on va dire, du poulet rôti et des fleurs, en profite pour disperser le cadavre démembré de sa femme dans la décharge du coin. La police va retrouver le corps de Suzanne en 1955 dans la vallée de Chevreuse. Son corps était démembré, décomposé, mais entouré de linge blanc et avec des plâtres faits à la lavande. Alors j'ai pas réussi vraiment à trouver d'explication sur le pourquoi du comment il y a une telle mise en scène presque autour de ce cadavre-là. Peut-être que c'est dû à tout ce qu'il a vu en Asie, tout le rituel pour les morts, voilà, vraiment avec l'encens, les bougies, accompagner le défunt de la meilleure des façons dans l'au-delà. Peut-être que c'était une façon, je suis pas certaine que démembrer ça l'a vraiment aidé. Mais au début, on n'a pas réussi vraiment à faire le lien entre le corps qu'on a retrouvé et Charles, puisque même si on a réussi à retrouver les empreintes digitales sur le corps de Suzanne, le fichier d'empreintes digitales à l'époque, il n'y avait que quelques milliers, on va dire, d'empreintes. C'était pas suffisant pour réussir à avoir des matchs qui correspondent vraiment. Une fois Suzanne hors du tableau, Charles va en profiter pour s'installer chez sa maîtresse Felici Crippa au 105 avenue de la République. Il va d'ailleurs prendre son nom de famille pour devenir Charles Crippa pour éviter d'avoir trop de soupçons autour de lui. Et là encore une fois, les finances sont vraiment au plus bas. Il va essayer de reprendre l'affaire familiale de sa belle-mère, mais il n'y arrive pas. Il est vraiment nul comme businessman. Enfin franchement, il perd tout son argent. Et puis Felici commence un petit peu de nouveau à lui poser un peu des problèmes. Voilà, bon, elle en a un peu marre puisque Charles l'oblige à rester avec lui la journée dans l'appartement. Et puis surtout, elle en a marre en fait de ses lubies sexuelles. Elle en a marre de se faire passer pour un cadavre dès qu'elles sont au lit. Donc voilà, le couple bat de nouveau de l'aile. Charles va avoir une logique implacable, et on peut très bien s'en douter. C'est que, très bien, elle veut pas faire ce que je demande, elle se plaint, je suis en manque d'argent, c'est une bouche en plus à nourrir, bon je la tue. Problème réglé. De nouveau, Felici va disparaître très bizarrement, ses voisins se demandent un petit peu, il invente de nouveau une histoire un petit peu fumeuse en disant qu'elle est partie chez sa famille en campagne, mais il continue comme tous les soirs, comme à son habitude, de se rendre dans le café du coin, de prendre un petit apéritif, et puis de faire sa petite promenade au Père-Lachaise, où il va écumer le cimetière et en plus de ça, déposer des petits paquets. Après Felici, d'autres femmes vont également y passer,
généralement des prostituées ou des femmes qui étaient seules et isolées, en raison de 1 ou 2 par mois à peu près, donc ce qui fait une petite douzaine, ce qui est quand même assez conséquent. Et la police s'arrache les cheveux, puisqu'il y a vraiment une douzaine de victimes qui disparaissent dans l'Est parisien. On ne sait pas où elles sont passées et en apparence, il n'y a vraiment aucun lien entre elles. Donc la police est vraiment sur aucune piste. Là, Charles, il est un peu désespéré en plus, parce que bon, Felici est parti, très bien, même s'il y a d'autres femmes qui passent dans son lit, voilà. Mais en fait, surtout qu'il est ruiné, ça ne règle pas du tout le problème de l'argent. Donc il est toujours ruiné, le prix du café crème, il n'arrête pas d'augmenter, et en fait, il lui reste très clairement 5 francs à peu près pour vivre. L'électricité et le gaz, on lui a coupé puisqu'il n'arrivait pas à payer ses factures. Donc il va prendre un peu le maigre d'économie qu'il a sous son matelas, part s'acheter une bouteille de cognac, rentre chez lui, se met à boire et prend un flingue dans son tiroir. Après avoir détruit complètement tout l'appartement pour ne laisser un petit peu aucune trace, il va prendre une chaise, va dans la salle de bain, et en fait dans la salle de bain, dans la baignoire, il y a les restes du corps de Felici, la seule femme qui n'a pas réussi, qui n'a pas pu se débarrasser tellement il l'aimait ou autre. Et en fait le bain est devenu mais d'une bouillie orange, brun, rouge, mais d'une odeur absolument immonde. C'est tout juste, enfin non, tout simplement c'est pas tout juste, mais on n'arrive pas du tout à distinguer qui est qui, qu'est-ce que c'est exactement. Et du coup, bon voilà, il va regarder une dernière fois le corps vraiment plus que décomposé de sa femme et il va se tirer une balle dans la bouche. Et ça va être en décembre 1957 que les voisins vont appeler les pompiers puisqu'il commence à se dégager une odeur absolument infecte de l'appartement au 5e étage du 105 avenue de la République. Et la police va du coup découvrir Charles Clément dans la salle de bain avec, comme je le disais, dans le bain une bouillie absolument humaine, absolument infâme, où il y avait submergé un peu dans cette bouillie-là un paquet avec les restes non identifiés d'une femme qu'on suppose donc être Felici, ainsi que sur le rebord du lavabo, une bouteille de soda, un reste de repas et également une lettre de suicide. Dans cette lettre, il va expliquer ses meurtres et ça va vraiment être du coup le point de départ pour la police pour réussir enfin à relier tous les meurtres dont il ne trouvait pas l'explication tout simplement. Donc il cite en fait très clairement les 2 femmes qu'il a eues, donc Suzanne et Felici. Pour les autres femmes, c'est un petit peu plus flou, c'est pour ça qu'on n'a pas le nombre exact. On pense qu'il y a une vingtaine de victimes au total, mais c'est pas très sûr. Ça oscille, on va dire, entre 12, 14 et une vingtaine. Donc il va expliquer tous ces meurtres, il va également expliquer son désir, sa nécrophilie, ses pulsions vraiment très sexuelles, très étranges qu'il a eues. Et surtout, il va finir la lettre avec, je cite, « Je veux rejoindre le royaume des dieux que j'ai rencontré en Asie. Felici et les autres m'ont précédé dans l'au-delà, mon avenir est dans la mort. » Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est une histoire... C'est une histoire très courte, mais je la trouvais super intéressante puisque on n'en a pas beaucoup entendu parler. C'est une histoire absolument horrible qui est vraiment dans l'identité maintenant parisienne. C'est vrai qu'il y a eu des grands tueurs en série parisiens où on connaît tous les noms, hein, très clairement. Guy Georges, le docteur Petiot, mais on connaît pas trop celui de Charles Clément, du tueur à la baignoire. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez quand même aimé, malgré bon, forcément le fait qu'il n'ait pas eu de procès, le fait qu'il n'ait pas eu non plus toutes les informations, qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'informations tout simplement sur cette histoire-là. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!